Nous avons réalisé ce vrai-faux du conseil afin de démystifier ce métier qui est encore récent, mais que le grand public, y compris le grand public des entreprises, connaît mal. Il est en effet souvent affublé de mythes et de fausses représentations stéréotypées. Dominique Perriot-Matona a exercé près de 30 ans ce métier du conseil qu'il a décrit dans un ouvrage à vocation pédagogique intitulé « Je débute dans le conseil chez Erol ». Son objectif avec cet ouvrage est d'expliquer ce qu'est le métier de consultant, comment on y entre, comment on y vit, ce que l'on y fait, et ce, à destination des jeunes ou des moins jeunes. Il avait donc le profil idéal pour ce vrai-faux du conseil. Je me suis entretenu avec lui il y a quelques semaines dans le studio de Visionary Marketing. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le vrai-faux du conseil en 2025 avec Dominique Perriot-Matona, auteur de « Je débute dans le conseil chez Erol ». J'ai vécu à peu près 30 ans dans ce métier que j'ai essayé de décrire dans un ouvrage à vocation pédagogique. J'ai l'objectif dans cet ouvrage d'expliquer ce que c'est que ce métier de consultant, de comment on y rentre, comment on y vit, ce qu'on y fait, et ce à destination des jeunes ou des plutôt moins jeunes. Voilà. Alors, la métaphore de la montre, j'imagine que vous la connaissez. La métaphore de la montre, c'est le client qui dit « Voilà, je vous donne ma montre et je vous paye pour que vous me donniez l'heure. » Donc effectivement, ça fait un peu étrange. Alors, imposteur, c'est la personne donc, qui n'a pas les qualifications, ou n'a pas les compétences, ou n'a pas le savoir-faire et qui exerce ce métier. Alors, on trouve des imposteurs dans ce métier. C'est comme partout, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas strictement la réalité. Il y en a bien quelques-uns, mais c'est le problème de l'imposteur. En fait, c'est plus le syndrome de l'imposteur qui intervient chez des jeunes qui ont toujours peur de faire des erreurs, de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Et le mot imposteur, je le vois plutôt dans ce secteur-là que, en général, pour les consultants. Je changerai le O contre un A, c'est-à-dire valeur. Et je pense qu'un consultant qui ne fait pas son boulot, il ne délivre pas la valeur. Alors, ça c'est la première chose. Donc, voleur, ça me gêne un peu. En revanche, est-ce qu'un client est prêt à ne pas payer ? Alors, en fait, en général, entre un client et le consultant, il y a un contrat. Et le contrat, c'est je vous rends un service pour un prix de temps, dans un délai de temps. Et je pense que quand on n'y arrive pas, et c'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu la situation, le client était fort mécontent, nous a menacé de plein de choses. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On reprend le travail, on le refait autrement, et si tout va bien, le client, on arrive à le satisfaire et il nous paye. Alors c'est toujours pareil, il y a du vrai et du faux. Je pense que ce qu'on reproche souvent aux consultants, c'est de ne pas connaître le secteur pour lequel ils travaillent. Par exemple, imaginez, vous travaillez dans le secteur public et puis d'un seul coup on vous dit « Tiens, il y a une mission dans le domaine de la banque. Est-ce que tu ne pourrais pas intervenir dans le domaine de la banque ?» Alors évidemment, si vous avez fait que du secteur public, le domaine de la banque, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est la première chose, donc méconnaissance sectorielle. Ce qu'on reproche aux consultants, c'est de faire du papier qui ne sert à rien. J'entends par là, c'est de proposer un diagnostic, des préconisations qui ne sont pas utilisables, qui ne sont pas acceptables, qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Et c'est plutôt là qu'il y a des reproches, c'est qu'en fait, c'est excusez-moi du terme, du bullshit, des choses qui ne sont pas utilisables. Donc encore une fois, on peut reprocher ça arrive, mais
pour ma part, je pense que c'est des cas particuliers. Un bon consultant, pour moi, c'est quelqu'un qui sait vous écouter, qui sait vous bousculer pour vous faire un peu changer de position, voire plus large, voire plus grand. C'est quelqu'un qui sait vous proposer des choses qui vont pouvoir se mettre en place, et c'est quelqu'un qui va accompagner toute cette évolution. Donc, c'est pas forcément un expert. Il y a souvent cette confusion entre conseil et expertise. Donc, évidemment, ce qu'on attend du consultant, c'est un certain domaine de connaissances, des compétences sur des méthodes, des outils, mais c'est aussi surtout quelqu'un qui est capable d'être en communauté intellectuelle avec vous et de vous faire, de vous solliciter pour que vous-même vous le fassiez bouger. Je pense qu'un consultant, il a plusieurs métiers dans un cabinet. Premier métier, c'est un métier donc de commercial. En fait, son rôle, à un certain niveau, c'est de prospecter, de faire des propositions. Deuxième métier, c'est d'encadrer des équipes de consultants qu'il va devoir faire grandir, accompagner. Et puis troisième métier, il ne faut surtout pas qu'il perde la main, c'est-à-dire que lui-même, il faut qu'il continue à intervenir en clientèle, à faire des missions et à faire du conseil proprement parlé. Donc ça, c'est une vision, on va dire, un peu macroscopique. D'une façon plus microscopique, qu'est-ce que fait un consultant et qu'est-ce qui a de la valeur? C'est d'arriver à comprendre, cerner le sujet du client, on va dire son problème. C'est d'imaginer des solutions qui vont sortir de l'ordinaire ou qui vont en tout cas se prêter au contexte propre et aux enjeux du client. Et puis c'est de faire arbitrer par le client le choix d'une solution qui pourra être faisable et qu'on pourra mettre en œuvre et qui fera ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire de la transformation par exemple. Quand on vend une mission de conseil, on est obligé de baliser ce qu'on va délivrer par des objets qui sont en général du document, et c'est ça qu'on appelle les livrables. Le client va nous payer, mais pour trouver la clé de paiement et l'objet sur lequel il va nous payer, on va être obligé de fabriquer des documents ou des objets, on va dire des documents, qui contiennent le travail qui a été réalisé. Alors effectivement, ce livrable, c'est une chose à laquelle on court depuis le début de la mission. Et ce n'est pas une chose qu'on fait en une fois. C'est une chose qu'on fait en plusieurs fois. Et en particulier au début de la mission, la première chose que je demande à mes consultants, c'est de tracer l'enveloppe de ce livrable. De dire voilà, on va parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis on le nourrit au fil de l'eau. Et ce livrable, en fait, il va suivre un processus complexe d'alimentation, de prévalidation, on va le compléter, on va le revalider, etc. Donc c'est un objet qui est extrêmement vivant et alors il a de la valeur en soi pour la mission et pour se faire payer, et puis il va avoir de la valeur en interne dans le cabinet parce qu'il va contenir le savoir-faire des consultants sur la mission qu'on leur a confiée. Donc c'est un objet aussi de pérennisation de savoir-faire, le livrable. D'abord, il faut des qualités intellectuelles. Il faut avoir un esprit d'analyse profond pour détecter où sont les sujets. Il faut avoir un esprit de synthèse derrière pour ramasser toute l'information qu'on a recueillie et arriver à en tirer les bonnes informations. Donc des qualités intellectuelles. Je pense qu'il faut des qualités, on va dire, sociales, relationnelles, et c'est peut-être les plus importantes. Et c'est-à-dire, en fait, il faut savoir se mettre en rapport avec le client pour comprendre, l'écouter, savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, le faire parler sur des sujets qui ne lui viennent pas forcément à la tête immédiatement, et puis les qualités comportementales. Je pense que le consultant, il doit avoir à la fois de l'humilité pour savoir écouter et se faire tout petit, et puis en même temps, une très grande présence pour faire bouger, bousculer et faire en sorte que le client
ils se disent « Ah ben tiens, oui c'est vrai, j'avais pas pensé à ce truc-là ». Et en fait, mon sujet, il est peut-être aussi par là. Alors les jeunes, en fait, dans les cabinets, on en trouve quand même beaucoup. Alors pourquoi s'intéresser à ça ? La première chose, c'est que quand on rentre dans un cabinet conseil, pour des jeunes qui sortent de l'école, c'est une espèce de stage en CDI rémunéré plutôt pas mal. Je m'explique. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes pendant un certain temps ? Ils vont travailler avec des managers, des senior managers, des gens donc, qui sont un peu capés, qui ont de l'expérience, et qui vont leur transmettre du savoir-faire, qui vont leur apprendre leur métier. Parce que, si je prends le sujet un tout petit peu en amont, le métier de consultant, il ne s'apprend pas vraiment sur les bancs de l'école. Évidemment, le jeune va apprendre des notions d'économie, de gestion, des bases de l'organisation, tout ce que vous voudrez, comment on manipule l'intelligence artificielle, etc. Mais ce n'est pas ça qui va faire le consultant. Ce qui va faire le consultant, c'est comment j'utilise ça pour comprendre le problème que me pose le client, comment je vais utiliser ça pour trouver des solutions, et comment je vais utiliser ça pour mettre en place des recommandations. Donc, ça c'est la première chose, c'est que c'est un métier où on apprend tout le temps, et surtout au début. Deuxième chose, c'est un métier qui bouge tout le temps, au sens où vous côtoyez des clients différents, des environnements différents, des problématiques différentes. Donc c'est un métier très très varié. Donc varié, où on apprend, plutôt pas mal payé, on est en contact permanent avec des clients. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on est en contact avec des gens de très haut niveau. Et ce qui est aussi très valorisant. Alors, oui et non. Évidemment que ce serait génial si le jeune consultant débutant avait déjà un passé, ce qui est complètement paradoxal et antinomique. Donc, pour un jeune, ce n'est pas du tout un sujet au sens où on ne va pas le confronter à des enjeux stratégiques de haut niveau. On ne va pas lui demander d'analyser les enjeux du secteur automobile. On va lui demander des choses beaucoup plus simples. Et sa mission, il la fera avec des gens qui connaissent. Par contre, si on s'intéresse à des personnes un peu plus expérimentées ou qui sont en rupture de carrière et qui veulent se lancer dans le conseil, là, le background, c'est une des choses qu'ils savent vendre à un cabinet. C'est de dire, voilà, moi, j'ai 10 ans d'expérience dans l'industrie du plastique, je connais les acteurs dans le secteur, je connais les grands enjeux auxquels sont confrontés ces acteurs, j'ai de la matière à vous apporter. J'ai éventuellement un réseau. Donc le background, il est surtout valable pour des gens expérimentés. Encore une fois, ça va de soi. Mais pour des jeunes, on ne peut pas leur demander ça. Et ils savent très bien démarrer, il faut les aider, mais ils savent très bien démarrer avec pas grand-chose. Moi, je pense que le conseil, il est né dans le fin 19e, hein, c'est encore très jeune comme activité. Les premiers consultants, je crois, c'est 1886, c'est doit être Arthur D. Little, choses comme ça. Puis après, c'est vraiment McKinsey en 1926. Et ça a démarré, donc c'est à peine centenaire. Donc, est-ce qu'il y a de l'avenir ? Moi, je pense que oui, parce que les clients, qu'est-ce qu'on va leur apporter ? En fait, on va leur apporter un miroir intelligent. D'une part. Donc on va le faire réfléchir et on va pas forcément lui apporter sur le fond, parce qu'il connaît bien mieux son entreprise que la nôtre, mais on va lui apporter une vision plus large que celle qu'il a, premièrement. Deuxièmement, le client, il n'est pas forcément équipé pour tout. Je pense toujours, l'autre jour je suis passé à Roissy, il neigeait, et il n'y a pas beaucoup de déneigeuses, mais c'est normal, je veux dire, on ne va pas mobiliser des centaines de déneigeuses à Roissy qui servent une fois par an. Et bien dans le conseil, c'est pareil. On va faire appel à des savoir-faire, à des compétences dont l'entreprise n'a pas l'usage pérenne. Donc, entre cette réflexion intelligente qui vient de l'extérieur, cette vision large, ce savoir-faire qu'on amène temporairement, je pense qu'il y a des besoins qui sont à combler pour longtemps.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.